On a tous en tête l'image d'un astéroïde qui fonce sur la Terre. Le scénario catastrophe, quoi. Le classique hollywoodien. Voilà. Mais s'il existait une menace tout aussi puissante, capable de provoquer un hiver planétaire, mais qui serait en fait bien plus probable, et qu'elle se cachait, littéralement sous nos pieds, aujourd'hui, on va pas parler de volcans ordinaires. On va s'intéresser à leurs cousins, terrifiants, les supervolcans. Notre mission, c'est de comprendre ce que sont vraiment ces géants, où ils se trouvent, et surtout, quels seraient les effets en cascade d'une super éruption sur notre monde. Exactement. Et il faut tout de suite, je pense, tordre le cou à une idée reçue. Laquelle? On va pas parler que de Yellowstone. C'est le plus célèbre, c'est un peu la superstar, mais le phénomène est mondial. Pour cette analyse, on a épluché pas mal de sources, notamment des rapports de la Geological Society of London et des études très récentes qui, franchement, révèlent des conséquences surprenantes. D'accord. On va évidemment parler de la menace climatique, mais on verra aussi qu'il y a d'autres impacts beaucoup moins connus qui pourraient complètement changer notre vision de ces événements. Alors, entrons dans le vif du sujet. J'ai le souvenir du Vésuve ou du mont Saint-Helens aux États-Unis. Ça paraissait déjà apocalyptique. Qu'est-ce qui fait qu'un volcan passe dans la catégorie super? C'est pas juste une question de taille, j'imagine. C'est la question clé, et la réponse, au fond, elle tient en un seul mot. Le volume. Le volume. Le volume de matière éjectée. Et là, l'échelle elle est vraiment difficile à se représenter. Donnez-nous des points de comparaison pour qu'on se rende compte. Le mont Saint-Helens, en 1980, ça représentait quoi? Moins d'1 kilomètre cube de magma. D'accord. C'est déjà colossal, hein, mais à l'échelle qui nous intéresse, c'est une poussière. Maintenant, prenez Tambora, en Indonésie, en 1815. C'est la plus grande éruption de l'histoire moderne, celle qui a causé l'année sans été. Oui, je connais. Là, on parle d'environ 50 kilomètres cubes. 50 fois plus. Ah oui, d'accord, je commence à voir. Et une super éruption, alors? Là, on change complètement de dimension. On parle d'événements qui peuvent libérer plus de 1000 kilomètres cubes de matière. 1000. Oui. L'éruption de Toba à Sumatra, il y a 74 000 ans, a éjecté près de 3000 km3 de cendres et de roches. C'est à peu près 300 fois plus que Tambora. Et des milliers de fois plus que le mont Saint-Helens. C'est vertigineux. Il doit bien y avoir une échelle pour mesurer ça, un peu comme l'échelle de Richter pour les séismes. Oui, tout à fait. C'est l'indice d'explosivité volcanique, le VEI. Et c'est une échelle logarithmique. Donc, chaque niveau est 10 fois plus puissant que le précédent. D'accord. Les super-éruptions, elles, sont classées VEI 7 pour les petites, ou VEI 8 pour les vrais monstres, comme Toba. Pour aider à visualiser, une des sources propose une analogie assez frappante. Ah oui. Imaginez une super-éruption de 1000 km3, là, maintenant, en plein cœur de Londres, à Trafalgar Square. Elle ensevelirait toute la métropole sous 700 mètres de dépôt. 700 mètres. Paris serait entièrement sous les cendres. Entièrement. L'image est terrifiante. Ça veut dire qu'un volcan immense comme, le Mauna Loa à Hawaï, c'est un super volcan potentiel. Justement non. Et c'est une distinction qui est très importante. Ah. Le Mauna Loa est un volcan bouclier. Il est énorme, c'est vrai, mais sa lave est très fluide. Le gaz s'échappe facilement. Il ne peut pas accumuler la pression titanesque qui est nécessaire pour une explosion de ce type. D'accord. Un supervolcan, c'est une sorte de cocotte minute géologique. Le magma, très visqueux, très riche en gaz, reste piégé sous la croûte terrestre. Et la pression monte pendant des dizaines de milliers d'années, jusqu'à ce que tout explose. Et quand ça explose, la chambre magmatique se vide et le sol s'effondre. C'est ça, c'est ce qui laisse cette signature si particulière. Précisément. Cette signature, c'est la caldeira. Une immense dépression qui peut faire des dizaines de kilomètres de diamètre. Ce n'est pas un cratère au sommet d'une montagne. C'est la montagne elle-même qui a disparu. Effondrée sur elle-même. Comme le lac Toba, donc. Exactement. Le lac Toba est une caldeira remplie d'eau. On voit la même chose à Valles Caldera au Nouveau-Mexique. Et parfois, bien plus tard, le magma restant peut recommencer à pousser par en dessous et soulever le plancher de la caldeira. Ça forme ce qu'on appelle un dôme ressurgent. Donc, si on sait quoi chercher, cette signature, la caldeira, on doit pouvoir la retrouver un peu partout sur le globe, bien au-delà de Yellowstone. Absolument. Et c'est là qu'on réalise que Yellowstone n'est que la partie émergée de l'iceberg. On les trouve où, principalement? La plupart se situent le long de la ceinture de feu du Pacifique, mais pas seulement, hein. Les documents qu'on a consultés sont très clairs là-dessus. En Europe, on a les champs flégréens juste à côté de Naples. En Italie.
Oui, c'est la seule supercaldera active et confirmée du continent. Et il y a des millions de personnes qui vivent littéralement à l'intérieur ou sur ses bords. Des millions de personnes. C'est fou. Et ailleurs dans le monde? Alors, il y a le lac Taupo en Nouvelle-Zélande, qui est le résultat d'une des plus grandes éruptions des 5000 dernières années. On a déjà parlé de Toba en Indonésie. Il y a le Taal aux Philippines. L'Amérique latine aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, avec par exemple le lac Atitlán au Guatemala ou l'immense caldeira de Cerro Galán en Argentine. En fait, beaucoup de ces sites sont cachés à la vue de tous. Qu'est-ce que vous voulez dire par caché? Ils ne ressemblent pas à l'image d'Épinal du volcan cônique avec le panache de fumée. D'accord. Valles Caldera, vue de l'espace, c'est juste une immense dépression circulaire dans le paysage. Sans la géologie, on pourrait passer à côté sans réaliser la puissance qui sommeille dessous. Ils sont tellement vastes qu'ils sont difficiles à identifier depuis le sol. Ce sont les vestiges d'événements si anciens qu'ils ont été remodelés par l'érosion ou remplis par des lacs. Mais le système magmatique en tout, lui, il peut tout à fait être encore actif. Le fait que des millions de personnes vivent dessus, comme au Champflégrien, ça nous force à nous demander qu'est-ce qui se passerait concrètement si l'Indo se réveillait? L'effet le plus connu, c'est ce fameux hiver volcanique, n'est-ce pas? Oui. Et on a des exemples historiques qui nous donnent un avant-goût, même sans être de vraies super-éruptions. Comme le Laki. Le Laki, en Islande, en 1783, est un cas d'école. Ce n'était même pas une éruption explosive, mais une fissure qui a vomi de la lave pendant 8 mois. Et surtout, elle a libéré des quantités phénoménales de dioxyde de soufre. Et les effets se sont fait sentir très, très loin, il me semble. Il y a cette histoire avec Benjamin Franklin. Tout à fait. Franklin était ambassadeur à Paris à l'époque et il a noté dans ses écrits la présence d'un brouillard sec et constant pendant tout l'été 1783. Un brouillard qui diminuait la chaleur du soleil. Il s'est même demandé si ce n'était pas la cause du froid inhabituel. Et ce n'était pas du brouillard, en fait. Non, pas du tout. C'était un nuage d'aérosol acide venu d'Islande qui avait traversé l'Europe. Et les conséquences directes ont été terribles. Pas juste un été un peu frais. Loin de là. En Angleterre, on a observé une surmortalité importante, sûrement liée aux problèmes respiratoires. En Islande, ce fut une hécatombe. Les pluies acides ont empoisonné les pâturages, tué le bétail. Une famine a anéanti près d'un tiers de la population. Un tiers. Certains historiens pensent même que les mauvaises récoltes qui ont suivi en France ont contribué à la crise qui a mené à la Révolution française. C'est incroyable de penser qu'un événement en Islande a pu avoir des répercussions politiques à l'autre bout de l'Europe. Et puis, il y a eu Tambora. Tambora, en 1815, a provoqué l'année sans été de 1816. Le froid, les pluies incessantes en Europe, les famines. C'est durant cet été sombre et lugubre que Lord Byron, en Suisse, a écrit son poème apocalyptique Darkness. J'eus un rêve qui ne fut pas entièrement un rêve. Le soleil éclatant s'était éteint. C'est ça. Et sa voisine, Mary Shelley, bloquée à l'intérieur par le temps exécrable, s'est mise à écrire Frankenstein. Ça montre à quel point un événement géologique peut avoir des répercussions culturelles inattendues. Mais alors, quel est le mécanisme scientifique derrière ce refroidissement? On pourrait croire que c'est la cendre qui bloque le soleil, mais c'est pas si simple. Non, la plupart des cendres retombent en quelques jours ou semaines. Le vrai coupable, c'est le dioxyde de soufre, le SO2. D'accord. Quand il est injecté en masse dans la stratosphère, très haut, au-dessus des nuages, il se passe une réaction chimique. Le SO2 se combine avec l'eau pour créer une brume microscopique d'acide sulfurique. Et c'est ça qui bloque le soleil. Ce n'est pas un nuage de pluie, c'est un voile planétaire de miroirs microscopiques qui renvoie une partie de la lumière du soleil dans l'espace. Et ça peut durer des années. La basse atmosphère, privée d'une partie de son énergie, se refroidit. Et on a pu vérifier ça récemment. Oui, l'éruption du Pinatubo en 1991 a été un laboratoire à ciel ouvert. Elle a injecté beaucoup de SO2 dans la stratosphère et on a mesuré une baisse de la température mondiale d'environ 1 demi-degré l'année suivante. Les modèles climatiques ont été validés. Et pour Toba? Pour une super éruption comme Toba, certains modèles prédisent une chute de température pouvant atteindre 10 degrés dans l'hémisphère nord. 10 degrés! Un véritable âge de glace instantané. En quelque sorte, oui. Donc on a ce scénario d'un hiver volcanique. Mais en préparant notre discussion, une étude récente sur Toba a attiré mon attention. Elle parle d'une menace cachée presque contre-intuitive qui serait apparue sous les tropiques.
Ah, c'est une découverte absolument fascinante, oui, et assez récente. Les simulations de l'éruption de Toba ont montré que le gigantesque panache de SO2 et d'aérosols a eu un effet secondaire, inattendu. Dans la stratosphère tropicale, il a très fortement absorbé le rayonnement ultraviolet du Soleil. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est justement ce rayonnement UV qui crée la couche d'ozone, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Le processus s'appelle la photolyse. Les UV frappent les molécules d'oxygène, les cassent, et les atomes se recombinent pour former de l'ozone. En bloquant les UV en altitude, le panache de Toba a tout simplement... Stopper net la chaîne de production d'ozone. Attendez, ça veut dire que le bouclier protecteur de la Terre a juste disparu ? Dans la zone tropicale, oui. Les simulations montrent un effondrement quasi total de la couche d'ozone. Pour donner un ordre de grandeur, C'est inférieur aux niveaux les plus bas jamais enregistrés dans le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Et cet effondrement aurait duré plus d'1 an. et les conséquences à la surface ? Catastrophique. L'indice UV au sol aurait augmenté de 140%. On serait passé d'un indice de 12, ce qui est déjà très élevé, à 28. Tout ce qui est supérieur à 10 est classé extrême. C'est un niveau de radiation qui cause des brûlures en quelques minutes. Oui, et qui est extrêmement dommageable pour l'ADN de toutes les formes de vie. C'est complètement contre-intuitif. Le danger n'était pas le froid, mais le fait d'être littéralement grillé par le soleil. Et ça change tout par rapport à cette énigme de l'évolution humaine, le fameux goulot d'étranglement. Exactement. C'est l'hypothèse que cette étude avance. On sait qu'à une époque qui coïncide avec Toba, la population humaine a été drastiquement réduite. Mais les archéologues peinaient à trouver en Afrique, le berceau de l'humanité, des preuves d'un refroidissement dramatique. Et cette nouvelle théorie offre une explication. Voilà, même si le climat restait vivable, cette calamité UV aurait pu être dévastatrice pour les premiers humains, pour les animaux qu'ils chassaient, les plantes qu'ils cueillaient. Tout ça nous ramène à aujourd'hui. Ces volcans sont toujours là. Quelle est la probabilité qu'un tel événement se reproduise, disons, au cours de ce siècle ? Alors, la règle de base est simple. Plus une éruption est grande, plus elle est rare. Les vraies super-éruptions de type VI8, c'est tous les 100 000 ou 200 000 ans. Mais pour des éruptions plus modestes, les chiffres des sources y font réfléchir. C'est-à-dire, Pour une éruption de magnitude 7, un peu plus grande que Tambora, la probabilité que ça se produise au cours du 21e siècle est estimée entre 10 et 50%. entre 10 et 50%. C'est énorme. C'est une chance sur 2 dans le pire des cas. Et pour une vraie super-éruption, comme celle des champs flégréants, Là, la probabilité tombe entre 0,1 et 1% pour ce siècle. ça peut paraître faible. Oui, mais il faut le comparer à d'autres risques. Et là-dessus, les sources sont formelles. Une super-éruption est 5 à 10 fois plus probable qu'un impact d'astéroïde de taille comparable, celui qui aurait des conséquences planétaires. Exactement. C'est une menace géologique bien plus présente que celle qui vient du ciel. On ne peut pas l'empêcher, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on peut la prévoir ? Est-ce que ces géants se réveillent sans crier gare ? Heureusement, non. Un réveil de cette ampleur s'accompagne de signes précurseurs assez clairs. Lesquels ? On observe une augmentation de l'activité sismique, avec des milliers de petits tremblements de terre. Le sol se met à gonfler, c'est mesurable par satellite. La chimie des gaz qui s'échappent des eaux souterraines change également. Donc on surveille ces endroits. Les plus connus, oui. Yellowstone, les champs flégréens, Long Valley en Californie sont sous très haute surveillance. Le problème, c'est que de nombreux autres supervolcans potentiels, eux, ne le sont pas, ou très peu. Et même avec la surveillance, on peut être pris de court. La grande inconnue, c'est le timing. On peut voir que le système se met sous pression, mais est-ce que ça va mener à une éruption dans 10 ans, 1 an ou la semaine prochaine ? C'est très difficile à dire. L'avertissement final pourrait n'arriver que quelques jours à l'avance. Le véritable enjeu n'est donc pas la prévention, qui est impossible, mais la préparation. Les effets, on l'a vu, seraient mondiaux. Des pluies de cendres qui paralysent l'agriculture, les transports, les réseaux électriques sur des continents entiers. Notre civilisation moderne, hyper connectée, me semble terriblement vulnérable. C'est le point fondamental. Nous n'avons jamais, dans l'histoire de notre civilisation mondialisée, été confrontés à un choc systémique de cette nature. La préparation n'est pas seulement une question d'évacuation locale, c'est une question de résilience planétaire. Comment on continue à fonctionner ? Oui, comment nos sociétés peuvent-elles fonctionner quand le transport aérien est à l'arrêt, que les récoltes sont menacées et que le climat change brutalement ? Pour résumer, ce qu'on retient de cette analyse, c'est que les super-éruptions, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une menace bien réelle, plus fréquente qu'on ne l'imagine, et aux conséquences redoutables. La double peine, c'est une bonne image.
Un hiver volcanique qui frapperait les hautes et moyennes latitudes, et cette calamité UV qui s'abattrait sur les tropiques. Et la clé, c'est vraiment la préparation. Ça passe par une surveillance accrue de tous les volcans potentiellement dangereux, pas seulement les plus célèbres. Il faut aussi poursuivre la recherche pour raffiner ces modèles. Et surtout, il est indispensable de mettre en place une collaboration internationale pour planifier une réponse coordonnée à une catastrophe qui, par définition, ne connaîtra aucune frontière. C'est fascinant, parce que la découverte de ce mécanisme de destruction de l'ozone par Toba montre qu'on commence à peine à entrevoir toute la complexité de ces événements. Ça me laisse avec une question. Alors que nos sociétés planifient court des risques comme le changement climatique ou les pandémies, quelles autres conséquences en cascade, quels autres effets contre-intuitifs d'une catastrophe naturelle majeure pourrions-nous être en train de complètement négliger aujourd'hui ?